à tous, Polygone est fier de vous retrouver pour la 6e interview de notre format Les grandes entrevues présidentielles de Polygone, dont le but est de questionner l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle 2022. Aujourd'hui, pour la 6e interview, nous avons l'honneur de recevoir M. Éric Piolle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement, et pour votre second mandat, le maire de Grenoble. Vous avez rejoint le parti Europe Écologie Les Verts au début des années 2000. Vous soutenez M. Jadot dans sa campagne présidentielle et vous êtes l'un de ses porte-parole. Le programme de votre parti se concentre principalement sur la question environnementale et la justice sociale. Pour débuter cet entretien, nous allons aborder la vision que porte Europe Écologie Les Verts des institutions de la Ve République et du partage des pouvoirs. Il est écrit dans le programme de votre parti « Les institutions de la Ve République sont épuisées et bloquent les énergies citoyennes. Nous voulons un partage réel des pouvoirs dans une république écologique décentralisée, laïque et non violente. » Nous évoquerons par la suite la décentralisation que le parti compte mener dans un premier temps. Nous aimerions connaître votre vision du rôle du président de la République, du gouvernement, du Parlement dans nos institutions. Oui, alors d'abord, peut-être dire d'où je parle, effectivement. Mon parcours est un parcours plutôt de militant associatif, pas trop sur des questions environnementales, puisque j'étais militant à partir du lycée à Amnesty International, dans des mouvements d'éducation en direction des enfants de familles défavorisées, puis autour des thématiques du chômage, la réduction du temps de travail, des enfants de familles sans papier avec RESF qu'on a lancé en 2004-2005. Et j'ai rejoint Europe Écologie. À l'époque, ce n'était pas encore un parti en 2010, donc après une carrière dans l'industrie qui a duré aussi 18 ans. Donc ce rapport au pouvoir, il vient aussi de l'histoire de l'écologie politique, qui était dans une logique de contre-pouvoir et qui maintenant bascule. Ça a commencé à Grenoble en 2014, mais ça s'est propagé un peu partout, vous l'avez vu en 2020, et même maintenant à l'échelle nationale, puisque c'est la première campagne présidentielle que l'on fait en disant non pas qu'on est là pour défendre des idées, mais qu'on est là pour accéder au pouvoir, quel que soit le résultat final. Et donc ce rapport au pouvoir, c'est effectivement un exercice du pouvoir plus collégial, qui s'appuie sur un Parlement effectivement délibératif, qui produit la loi, qui a plus de pouvoir, et qui s'appuie aussi sur une organisation du pays décentralisée, avec une logique de subsidiarité, et une logique où, effectivement, ce qui se fait sur le terrain, c'est là aussi que se gagne la bataille culturelle, c'est là que se font les projets concrets. Donc c'est en cela que c'est ça qu'on retrouve dans le programme qui est incarné par Yannick Jadot là, avec cette capacité à non seulement représenter le pays, chef de l'État, mais aussi de faire corps et d'avoir un système qui est beaucoup moins centralisé. En plus là, avec la Macronie, on a vécu la recentralisation du pouvoir extrême, comme souvent chez les néolibéraux. Ils cassent les pouvoirs paritaires, les échelons intermédiaires, pour concentrer le pouvoir à un endroit et puis pour dépecer les structures sociales qui ont fait notre histoire. Au niveau de la décentralisation, il a également été évoqué la nécessité de déconcentrer les pouvoirs, évoquant le rôle trop important du président. À l'échelle locale, une décentralisation au service du défi climatique est proposée. L'heure n'est plus à la modification des compétences et au changement institutionnel. Le monde local a en revanche un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Comment les collectivités locales peuvent-elles jouer un rôle dans le défi climatique et quelles compétences seraient accordées à celles-ci ? Depuis la COP 15 à Copenhague en 2009, les collectivités ont mis le pied dans la porte en disant finalement là où on voit que les États ne vont pas assez vite, là où ils sont tétanisés par les lobbies ou infiltrés même carrément par les lobbies ou lobbies eux-mêmes. On a vu là dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est la première fois qu'on retrouve autant de cadres dirigeants des multinationales directement dans un gouvernement. Donc il y a là clairement une prise avec les lobbies, qui a été la cause de la démission de Nicolas Hulot notamment. À l'échelle locale, on est moins sous cette emprise-là, et donc on fait des projets concrets, et l'avantage de ces projets concrets, c'est qu'ils rassemblent beaucoup. Le projet qu'on a fait à Grenoble, 120 millions d'investissements pour, à la fin de l'année, là ça fera 5-6 ans de projets pour arriver à produire l'équivalent de la consommation électrique des ménages grenoblois en énergie 100% verte, c'est-à-dire ni fossile ni nucléaire. C'est consensuel, il n'y a personne qui nous hurle dessus pour cela. Le bio dans les cantines ou le végétarien, on est à presque 2 repas végétariens par semaine, il n'y a personne qui nous hurle dessus, là aussi à l'échelle locale, parce que ça a du sens quand on fait une alimentation territoriale et qu'on travaille en fait l'ensemble de la cohérence d'un projet de société.
Et donc c'est en cela qu'aujourd'hui, on le voit bien, même sur la réhabilitation des logements, où là c'est vraiment quelque chose qui a été mis à l'arrêt par ce gouvernement avec l'attaque sur le logement social, notamment de 2018. Il a vraiment précarisé les plus fragiles. Et ben, l'ambition qui est portée là, dans le programme que défend Yannick Jadot, c'est bien de donner des moyens aux pouvoirs locaux pour pouvoir faire cela. Et donc c'est aussi des moyens financiers en plus des responsabilités réglementaires de politique publique. Alors on en vient maintenant à évoquer la question du défi climatique. Le changement écologique proposé passe par des réformes économiques, souvent appuyées sur des entreprises, transparence sur la responsabilité des entreprises, conditionner 100% des aides publiques aux entreprises au respect des critères climatiques et sociaux, ou encore sur les banques en les incitant à établir des stratégies compatibles avec les objectifs climatiques. Quel rôle auraient l'État, les entreprises et les citoyens ou citoyennes pour répondre aux défis climatiques ? Grosso modo, vous savez qu'on dit que dans le défi climatique, il y a à peu près un quart qui peut relever d'actions individuelles et 3/4 qui relèvent des politiques publiques. Et donc là, il y a un enjeu majeur. Et le premier enjeu, évidemment, c'est de réduire la consommation d'énergie. La France a inscrit dans sa loi en 2015 que l'objectif de la France, c'est diviser par 2 la consommation finale en France pour 2050. Et donc c'est ça en fait qui va révolutionner nos modes de vie. Derrière, il y a comment on produit ces 50% restants, d'où ça vient. On voit bien les logiques de mondialisation, la Macronie qui faisait des projets concrets et qui signait des contrats avec Poutine pour Total, pour tout ça. On voit bien que cette interdépendance aussi avec les pays du Golfe, en termes de géopolitique, ça nous nuit. En termes financiers, ça nous nuit, on le retrouve dans notre balance commerciale, mais en termes géopolitiques, ça nous nuit aussi. Donc cette indépendance énergétique, elle est là, mais ça n'est que pour les 50% qui restera à produire. L'enjeu majeur qui va transformer nos vies quotidiennes, c'est bien de voir comment on baisse notre empreinte sur les déplacements, à peu près 30%, le logement, 20%, l'alimentation, 20%, dont l'élevage industriel, 15%. Et donc, c'est lassant, typiquement, Yannick a annoncé la sortie de l'élevage industriel pour 2030. Donc, c'est des mesures là, qui vont toucher concrètement nos vies et qui sont un retour d'une prospérité qui ne passe pas par la prédation, qui ne passe pas par la domination. Donc, il y a une dimension culturelle. Je suis assez proche de Bruno Latour, qui m'a soutenu dans la primaire de l'écologie politique, qui soutient d'ailleurs maintenant Yannick Jadot, qui a annoncé qu'il voterait pour lui. Il y a cette volonté de trouver un mode de prospérité qui ne passe pas par la prédation de l'environnement, mais également évidemment prédation d'un système patriarcal qui est aussi bloquant pour cela. Au niveau du mix énergétique, le programme du parti est également favorable à une transition énergétique totale. Il est par exemple proposé de compléter la loi Hulot en ce qui concerne l'arrêt de l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures. Donc l'Union européenne aurait donc un rôle important dans notre stratégie énergétique. Quelle voie porterait la France dans ce domaine au sein de l'Union ? C'est notamment, je pense, des choses que la guerre en Ukraine permet d'accélérer. C'est que comment l'Europe, qui est sortie complètement de ces traités financiers qui semblaient être un carcan indépassable du modèle néolibéral, on en est sorti en 2008 lors de la crise financière, on en est à nouveau sorti avec le Covid, et notamment ce plan de relance européen qui, pour la première fois, faisait un emprunt, la moitié à peu près en emprunt, la moitié à peu près en subvention directe. Et il y a là, une fois qu'on a montré qu'on savait le faire pour une crise financière, on sait le faire pour une pandémie, il faut le faire pour la transition énergétique, qui est en fait un risque encore supérieur pour nos liens sociaux, pour notre santé, pour l'humanité tout entière, que les crises qui s'enchaînent à un rythme soutenu, mais qui s'enchaînent à un rythme soutenu aussi sous l'effet de la crise climatique. Pour continuer sur les enjeux européens, Europe Écologie Les Verts souhaite donner plus de pouvoir à la Banque Centrale Européenne et à la Commission pour une neutralité carbone, instaurer une fiscalité verte dans l'Union Européenne. La finalité de ces transferts de compétences est-elle de créer une forme de fédéralisme européen ? Alors, nous sommes effectivement fédéralistes et nous pensons qu'il y a des choses qui ne peuvent être adossées qu'à une Europe fédérale. Quand on parle typiquement de géopolitique, la seule chose qui peut permettre une légitimité, il faut que ce soit adossé à des élections, et donc une Europe fédérale, on ne peut pas avoir une commission qui est non élue, qui puisse prendre des décisions majeures
pour la stabilité géopolitique de l'Europe, dans une vision qui n'est pas que alignée et que intégrée à l'OTAN, mais où l'Europe est un des pôles d'un monde qu'on voit multipolaire. Sur les compétences de la BCE, ce n'est pas tant de transférer des compétences que de changer les objectifs. Aujourd'hui, la BCE a des pouvoirs colossaux, mais sa mission, c'est lutte contre l'inflation et croissance du PIB et fin de la dette publique. Ces objectifs-là sont des objectifs qui ne sont pas en lien avec les objectifs que doit se donner maintenant l'Europe, les objectifs qui sont signés et ceux qui ont été signés à la COP21. Donc c'est juste réorienter les objectifs de la Banque Centrale Européenne plutôt que continuer à ce qu'elle soit en fait un instrument financier, mais qu'elle se dise qu'elle soit un instrument non pas au service là de la croissance, d'une pression sur l'endettement et d'une inflation, de la lutte contre l'inflation, mais qu'elle ait comme objectif la question climatique, en gardant en tête qu'elle est totalement imbriquée avec la question sociale. Dans la politique, il y a une partie qui relève, on va dire, purement d'une logique environnementale, finalement assez faible. Il y a un énorme bloc qui est social et environnemental mélangé. Quand à Grenoble, on fait des repas à 80 centimes dans les cantines avec du bio et du végétarien, du local, etc. Là, on met 4 millions d'euros pour que les 2500 enfants les plus fragiles de Grenoble mangent pour 80 centimes d'euros. Donc c'est des politiques qui sont sociales et environnementales. Quand on a une politique de déplacement également qui passe par des stages de remise en selle dans les milieux populaires, c'est aussi un élément de liberté qui touche le premier poste de dépense, notamment des jeunes. Donc il y a cette articulation, et puis il y a une partie qui est des politiques purement sociales. Mais donc nous, ce que nous portons, c'est un vrai projet de société qui s'articule sur cette politique sociale et environnementale. Dans le programme est aussi mis en avant une défense européenne. Il est dit « La France et l'Europe doivent achever la mue de la défense européenne. Le parti est favorable au strict respect du droit international et multilatéralisme. Sur quels sujets internationaux de la diplomatie française et européenne doivent-elles s'engager ?» Notamment sur cette diplomatie du climat, ça c'est une évidence. On voit aujourd'hui encore des entreprises européennes et une structuration européenne qui n'est pas au service du climat. Quand ça peut parler du foot avec la Coupe du Monde au Qatar en 2022, la fin de l'année, qui est un pur scandale, jusqu'à Total qui continue d'avoir des projets d'extraction en Tanzanie et en Ouganda. J'ai pu rencontrer les jeunes activistes tanzaniens et ougandais. Eux, ils vivent le dérèglement climatique déjà dans leur chair. Nous, on voit nos montagnes s'effondrer. Eux, c'est Total qui vient faire des fouilles d'hydrocarbures dans le lac dans lequel ils puisent leur eau et faire un pipeline qui traverse leur terre agricole alors qu'ils n'ont pas bu d'eau depuis 3 ans. Donc là, il y a une stratégie européenne sur le climat en termes de géopolitique. Et le deuxième élément fort pour nous, c'est s'appuyer sur la promotion de l'égalité femmes-hommes partout sur la planète. C'est un des grands vecteurs de transformation aussi des politiques publiques, mais aussi des sociétés et de réponse à l'enjeu climatique. Le rapport du GIEC qui est sorti la semaine dernière dit que les sociétés les plus inégalitaires sont les moins à même de répondre aux défis climatiques. Nous avons maintenant, ce que nous portons nous dans l'espace politique, il est argumenté aussi par des scientifiques sur la base là, de cas concrets. Au-delà de l'Union européenne, on aimerait maintenant évoquer l'enjeu écologique au niveau international. Si Europe Écologie Les Verts arrivent en tête du second tour, nos relations internationales tourneront-elles autour d'un seul objectif, la lutte contre le réchauffement climatique ? On ne peut jamais se limiter à ça, puisque les relations internationales elles sont faites d'un mélange, évidemment, d'objectifs pour l'humanité, mais objectifs universels. Donc ça, c'est les accords de Paris. Comment atteindre les accords de Paris? On en est bien loin. Glasgow était pour ça un fiasco. La plus grosse délégation qu'il y avait pour la COP26 à Glasgow, c'était les lobbies. Il y avait plus de 500 représentants de lobbies, plus que la plus grosse délégation qui venait du Brésil, je crois, avec à peu près 400 représentants. Donc ça dit quelque chose aujourd'hui de l'échec face auquel nous sommes. Donc il y a là un objectif qui est évidemment central. Mais dans n'importe quelle géopolitique, il y a toujours la défense des intérêts des gens que vous représentez. Et donc, de même que le président de la République, il est là pour non seulement promouvoir évidemment les valeurs de la France, mais aussi défendre les intérêts de la France et défendre la France tout court. Et bien, une diplomatie européenne, elle est là pour ça. Ce que nous disons, c'est que la diplomatie des 27 pays éclatée, alors qu'en termes de compétences et de personnel,
une force de frappe extraordinaire. L'incapacité à produire une Europe fédérale jusqu'à présent nous enlève ce poids sur la scène internationale et peut donner l'impression, notamment depuis le retour décidé par Nicolas Sarkozy de la France dans le commandement intégré de l'OTAN en 2009, que finalement il n'y a pas de stratégie européenne autre que de stratégie de certains pays qui sont plus ou moins proches d'une logique atlantiste. Donc là, il y a un espace européen à trouver et à affirmer. Ça ne va pas être simple, évidemment, puisque le bouge des traités européens actuels, des logiques d'unanimité pour aller vers une Europe démocratique et fédérale, c'est un combat de longue haleine, mais nous restons résolument pro-européens. C'est ce qui fait notre marque de fabrique aussi. Encore à propos des relations internationales, nous avons une question sur le désarmement nucléaire qui est quand même assez actuel aujourd'hui. Dans le programme, il est aussi développé donc un volet intitulé « Construire un monde de paix » où il est proposé de rationaliser les ventes et les exportations d'armes et le parti propose que l'Europe offre pour le désarmement nucléaire. Comment mettre en place cela ? Déjà en respectant les lois, y compris les lois qui sont votées en France aujourd'hui, et d'un point de vue notamment du désarmement nucléaire, la reprise des traités de désarmement qui ne vont pas vers un monde sans dissuasion nucléaire, qui vont juste en disant qu'aujourd'hui nous avons un nombre d'ogives sur un peu moins de 10 pays qui sont dotés d'armes nucléaires qui est largement excessif et hors contrôle. Et donc les premières étapes sont déjà des étapes de désarmement là-dessus. Et nous affirmons aussi que les enjeux géopolitiques qui sont le siège, parmi les 5 sièges qui ont un veto au Conseil permanent de sécurité de l'ONU de la France, sont forcément connectés à une démocratie, à un vote des citoyens, et donc peuvent être un instrument en cas d'Europe fédérale, mais s'il n'y a pas d'Europe fédérale, évidemment il ne peut pas y avoir de transfert de ce pouvoir qui est symboliquement fort. Pour revenir à des enjeux plus internes maintenant, Europe Écologie Les Verts propose de régulariser les sans-papiers, d'accorder le droit de vote aux étrangers lors des élections locales et la fin des rétentions administratives et des expulsions. Quels moyens seront mis en place pour mener une politique migratoire plus accueillante et fraternelle ? Aujourd'hui, là, c'est vraiment un des endroits dans lesquels sans doute Emmanuel Macron a le plus choqué dans l'exercice du pouvoir par rapport à l'espèce de flou qu'il sait entretenir avant 2017. Dans le en même temps, ce qu'on a vu, c'est effectivement qu'il s'affiche avec la mer de Calais et que si vous lisez, vous l'avez sans doute fait, les parcours de migrants, que ceux qui viennent de Syrie ou d'Afghanistan et qui ont fui vers l'Angleterre disent que de tout leur parcours, l'endroit le plus inhumain qu'ils ont connu de tout leur parcours, c'est Calais. Ce qui doit quand même nous interroger. Quand on part d'Afghanistan, qu'on doit traverser l'Iran, la Turquie, un ensemble de pays européens pas très réjouissants, et que l'endroit le plus inhumain de votre parcours c'est Calais, ça dit quelque chose qui n'est pas notre histoire, et qui n'est pas l'histoire de France, qui n'est pas l'histoire de Grenoble, qui a été une terre d'accueil de tout temps, et qui n'est pas la richesse qu'ont amené les migrations à notre pays depuis maintenant plus d'un siècle. Donc de fait, nous pouvons accueillir aujourd'hui de façon beaucoup plus humaine que ce que nous faisons, uniquement déjà en sortant de la logique qui a été mise en place cas un cas, on va dire, avant 2017, mais assumée de façon beaucoup plus forte après 2017, qui est de dire qu'il faut que le traitement soit suffisamment inhumain pour que les étrangers aillent voir ailleurs. Pour tous ceux qui ont été au col de l'échelle comme moi, ils ont vu ce délire absolument total où on prend des étrangers qui ont fait, là, quand j'étais moi, pas mal de personnes d'Afrique noire qui ont fait 6000 km, traverser la Libye, traverser la Méditerranée, on les prend à la frontière française, on les ramène au rond-point à 200 mètres de là en Italie en espérant qu'ils fassent demi-tour et qu'ils refassent les 6000 km, retraversent la Méditerranée, retraversent la Libye. C'est totalement impensable. Donc, de fait, nous sommes favorables à la régularisation de ceux qui sont arrivés ici. Nous sommes favorables aussi, on en parlait tout à l'heure, à une géopolitique qui permette aux exilés de rester là où ils souhaitent. Et les déracinements, pour tous ceux qui côtoient, l'immense majorité des exilés, ils sont effectivement déracinés
Et d'ailleurs, l'immense majorité des déplacés dans le monde sont des déplacés à l'intérieur de leur pays, dans des zones de conflit ou des zones de conflits environnementaux, ou dans les pays limitrophes. C'est là-dessus que ça se fait, et la partie qui bouge dans des longues distances reste extrêmement faible. Pourquoi? Parce que les humains sont, pour leur immense majorité, attachés à leur terre, à leurs racines, à leur culture, à leur paysage. Voilà. Donc, et tout ça, je crois que nous devons aussi lutter. Quand on regarde notamment tous les travaux faits par les scientifiques sur la cryosphère, montre que sans doute un des points les plus inquiétants qu'il puisse y avoir pour l'humanité, c'est la montée des eaux qui va rendre inhabitables des territoires aujourd'hui occupés par des centaines de millions de personnes. Donc ça va être l'enjeu majeur, et nous ne pourrons pas vivre, juste ceux qui pensent vivre entourés de murs, ça ne fonctionnera pas. On peut comprendre que tout le monde ait peur, que le climatique soit anxiogène et très anxiogène. Il n'y a qu'une réponse qui soit une réponse culturelle, ouverte, positive, et qui regarde l'avenir avec l'incertitude qu'il y a, mais qui regarde du coup un chemin qui nous permet de vivre des valeurs. Il n'y a que cela qui puisse agir. Ceux qui voudront se protéger et se replier, ceux-là seront débordés par leur peur et vivront des vies de moins en moins humaines et de moins en moins de potentiel de bonheur. Nous aimerions maintenant évoquer la politique du parti dans le domaine de l'éducation. Europe Écologie Les Verts milite pour une politique d'éducation visant à réparer les inégalités et développer les savoirs. Succinctement, quelles mesures seraient prises pour atteindre de tels objectifs? Oui, je pense que là-dessus, nous avons notamment une approche un peu globale aussi de l'éducation. Il y a évidemment des mesures très spécifiques sur l'éducation qui, en plus, là, sans doute un des pires ministres de ce gouvernement, c'est M. Blanquer, qui a, à la fois en termes de provocation, que ce soit sur les tenues républicaines, mais en termes de discours, en termes d'opérationnalité de ce qu'il a mis en œuvre, dans la casse des réformes successives du lycée, et maintenant ils s'attaquent au collège, a vraiment déstructuré, même s'il y a eu quelques éléments qui ont été plutôt favorablement accueillis, notamment le dédoublement des classes dans les zones prioritaires. C'est vraiment un des personnages qui, par sa politique personnelle aussi, mais aussi ce qui est incarné par le gouvernement et le président, a fait le pire. Nous toujours effectivement épris de corriger les inégalités de naissance, de corriger aussi les accidents de parcours qu'on peut tous avoir dans notre vie, et de travailler sur cette émancipation et de reconnecter aussi l'éducation à l'éducation populaire. Dans le projet, il y a aussi des gros points sur l'éducation populaire, parce que nous devons apprendre, les humains doivent apprendre à se connaître, apprendre à connaître comment ils fonctionnent, eux, avec leur contact avec eux-mêmes, dans leurs rapports sociaux avec les autres et dans leur rapport avec l'environnement. Il y a là une triple dimension d'apprentissage qui va au-delà juste d'une acquisition de connaissances. Et puis il y a un deuxième domaine aussi qu'on pourrait citer pour parler d'un sujet tout autre, c'est évidemment l'accès à l'université et la formation qui aujourd'hui, là, entre Parcoursup et les stratégies d'embouteillage de l'enseignement supérieur ont créé encore plus de stress, d'inégalité. Et en fait, on voit une chaîne néolibérale qui est remontée par le chômage dans les études supérieures et qui pénètre maintenant le lycée. Et on se retrouve avec des lycéens qui sont déjà dans des stratégies en fait néolibérales de chacun pour soi, et en essayant de développer les meilleures tactiques. Donc il y a là besoin d'un changement, repousser et préserver le monde de l'éducation, de ce monde néolibéral, c'est au cœur de nos préoccupations, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les différents aspects de notre projet, y compris dans l'enseignement de la santé, qu'on va retrouver aussi, de santé environnementale. Pour en finir, nous aimerions évoquer la place de la jeunesse au sein de la vie politique et du programme. Lors des dernières élections régionales, près de 90% des 18-24 ans ne sont pas allés voter. Comment votre parti compte-t-il mobiliser une génération désenchantée par la politique, et quel message souhaiteriez-vous apporter à la jeunesse? Comment? Ça serait présomptueux de le dire, parce que si quelqu'un avait la solution, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Nous, dans notre projet, il y a l'ouverture du vote dès 16 ans. Il y a cette confiance intrinsèque. Nous, on l'a mis en place dès 2014 à Grenoble. Tous nos dispositifs de participation citoyenne sont ouverts dès 16 ans, sont ouverts à tous les résidents, quelle que soit leur nationalité ou leur statut sur la liste électorale, ils sont ouverts dès 16 ans.
Et je pense qu'il y a là un enjeu majeur d'écouter la jeunesse. Pour ça, il y a aussi une confiance à renouer. Donc c'est une des propositions qu'avait faite Yannick Jadot lors de son passage sur France 2, dans la grande émission politique de France 2, autour d'un pass mobilité qui permette aussi une émancipation de la jeunesse et une ouverture par les déplacements et par le voyage en France aussi. Mais je crois que cette connexion entre les partis politiques aujourd'hui et la jeunesse est une de nos grandes interrogations. C'est qu'on a à la fois un petit nombre de gens qui sont extrêmement engagés en politique, et qu'après on voit des jeunes qui sont extrêmement engagés en politique, mais pas dans une politique partisane, à travers les marches climat, à travers des mouvements sociaux. Et donc pour moi, nous avons ce travail à faire qui est pour l'instant sur lequel on n'a pas trouvé les clés. Donc il faut se le dire humblement et se dire que c'est aussi dans les propositions que je faisais moi, j'avais vu ça dans une ville en Tunisie, c'est aussi d'intégrer la jeunesse dans la vie publique, notamment l'élection du Parlement à la proportionnelle, permet, j'avais vu ça à Sfax, tous les 4 élus, il faut qu'il y ait une personne de moins de 30 ans. De même qu'il y a eu l'introduction d'alternance, qu'on appelait Shabadabada, de femmes-hommes sur les listes pour permettre la représentation des femmes à juste proportion et qu'on sorte du domaine patriarcal. Là, pour sortir de cette domination des générations qui sont des générations des baby-boomers ou juste après, ma génération, juste après celle des années 70, et ben, on pourrait imaginer typiquement que tous les 4 candidats, il y ait obligatoirement un candidat de moins de 30 ans et qui permettent aussi là d'avoir une représentation et une parole qui ne vient pas que de l'extérieur se projeter dans le monde politique, aussi en imaginant plein de choses sur la vie politique, mais on est des humains comme les autres avec nos limites, nos faiblesses, avec une ressource qui est pareil, la même pour tout le monde, c'est le temps, avec une nécessité d'entraînement, une cohérence entre notre éthique, ce qu'on met en place, nos projets concrets et nos rêves. Et ben là, il y aurait une manière de se reconnecter qui ne soit pas juste que de la projection vers des élus qui, en tout cas, aujourd'hui n'ont pas trouvé la formule pour être à la hauteur du défi climatique et du défi social qui sont mêlés et qui sont sans doute les deux plus grands défis qui n'ont pas trouvé de réponse depuis 40 ans et qui font monter le caractère anxiogène de la société et aussi sa violence. Moi, je me bats pour qu'on agisse non pas fondé sur l'urgence, mais qu'on agisse fondé sur l'espoir d'une société effectivement plus juste et respectueuse du vivant. Comment on garantit les sécurités, comment on chérit les biens communs et le vivant, comment on fait société autour de cela, et comment on nourrit notre désir de sens en se disant que ce n'est pas la peur qui va nous faire bouger d'abord. La peur, elle nous fait bouger une petite partie de la population, mais quand il est déjà très tard, c'est bien une aspiration à vivre de façon prospère, mais respectueuse de l'environnement et respectueuse des autres humains, qui nous fait avancer. Et je crois que c'est ça qui transpire de notre projet de société. C'est cette bataille culturelle-là que, si nous voulons accéder au pouvoir, nous devons gagner d'abord. Eh bien, merci Monsieur Piolle pour vos réponses. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur la chaîne YouTube de Polygone, ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'était les grandes entrevues présidentielles avec Monsieur Piolle, représentant du parti Europe Écologie Les Verts pour Polygone. Merci à vous. Merci.